Merci. En fait, c'est vrai, c'est tout un programme quand on m'a sollicité pour venir parler de la place du Doppler dans les pathologies fœtales. Je me suis dit, c'est un sujet très long, ça va prendre beaucoup de temps. Et quand j'ai vu le programme, ça m'a rassuré. Je me suis dit, l'après-midi est libre, donc je peux retenir mes collègues toute l'après-midi. Mais par la suite, je me suis fait une raison en disant qu'il vaut mieux se limiter aux deux pathologies où le Doppler a une place conséquente, que sont l'anémie fœtale et le retard de croissance vasculaire. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres indications. Je me permets de citer ici les cardiopathies congénitales, le syndrome transfuseur-transfusé dont on a parlé ce matin. Je commence par l'anémie fœtale. Les pathologies pourvoyeuses d'anémie fœtale sont bien connues et leur tête de file, c'est la low-immunisation, essentiellement dans le système Rhésus, heureusement qu'on voit de moins en moins. Et classiquement, nous avons l'amniosynthèse pour mesurer l'indice optique du liquide amniotique, qui est un examen invasif. Nous avons les signes échographiques qui sont souvent tardifs, bien qu'il y ait des signes un peu précoces, tels que la dilatation de la veine ombilicale. Et nous avons le tracé du rythme cardiaque fœtal, où un rythme sinusoïdal signe l'anémie, mais c'est quand même aussi un signe tardif. Et est venue la prédiction de l'anémie fœtale par la mesure du pic systolique de vélocité, la vitesse max, dans l'artère cérébrale moyenne. Le principe est simple. Quand on a une anémie fœtale, on a une diminution de la viscosité sanguine, une augmentation du débit cardiaque et s'ensuit une augmentation de la vitesse circulatoire. Et depuis pratiquement une vingtaine d'années, on a établi une forte corrélation entre le taux d'hémoglobine fœtale et le pic systolique de vélocité dans l'artère cérébrale moyenne. Je ne vais pas vous encombrer par l'anatomie, mais il faut repérer le polygone de Willis pour pouvoir faire une bonne mesure du Doppler, de la vélocité max. Et vous savez que... Je ne sais pas comment... Vous savez que l'artère cérébrale moyenne naît de la carotide interne. Cette carotide interne va aussi donner l'artère cérébrale antérieure. Nous avons la carotide interne qui donne la cérébrale moyenne et la cérébrale antérieure. Et nous avons l'artère basilaire qui va donner l'artère cérébrale postérieure. Et vous voyez que le trajet de l'artère cérébrale moyenne est quasiment perpendiculaire à la faute du cerveau, à l'écho médian. Alors, la technique de mesure, elle a été dite par mon ami Khalil. On va faire une coupe du bip, de telle sorte que l'écho médian soit horizontal sur l'écran. On va régler la vitesse, localiser le polygone de Willis, localiser l'artère cérébrale moyenne proximale, la plus proche de la sonde, celle qui, on suppose que la sonde est en haut, donc on va faire la cérébrale antérieure, moyenne, perpendiculairement à cet échomédian. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il faut éviter les corrections. On va placer la fenêtre, prendre 4 à 5 spectres et mesurer donc le pic max donc, de l'artère cérébrale moyenne. Une fois que la valeur a été obtenue, il faut la transformer en multiple de la médiane. Ça a été dit tout à l'heure, on a deux méthodes, soit un calcul, la valeur qu'on a trouvée, qu'on divise par la valeur de référence pour l'âge gestationnel. On se réfère tous au tableau de Marie, qui est le pionnier de cette méthode, où placer le point donc, sur la courbe qui est issue donc, des mesures de Marie. Et ça a été dit aussi que, j'anticipe sur l'interprétation, mais cette valeur
ne devrait pas dépasser 1,5 multiple de la médiane, et c'est à peu près le double de l'âge gestationnel, 48 cm par seconde pour 24 semaines, par exemple. L'autre méthode, c'est de se référer à ce site, donc aller sur le site périnatologie.com, saisir l'âge gestationnel et la mesure trouvée, et ça va vous sortir donc la valeur de votre mesure en multiple de la médiane. L'interprétation, c'est assez consensuel. Quand vous avez une pression, une vitesse max supérieure à 1,5 multiple de la médiane, le fœtus est considéré comme significativement anémie. Entre 1 et 1,5 multiple de la médiane, il faut un suivi à rapprocher. Alors, quelle est la valeur de cette façon de faire? Pour Marie, qui est l'instigateur de cette méthode, vous voyez qu'une sensibilité de 100%, faux positif 12%, mais plusieurs études ultérieures ont montré qu'on a une sensibilité moindre, on a une valeur prédictive négative qui n'est plus de 100%, mais de l'ordre de 80%, et ces écarts sont dus essentiellement aux difficultés, à des différences de mesure. Il faut être rigoureux dans la mesure, notamment au fait d'être strictement donc perpendiculaire à l'échomédian et tiré dans l'axe de l'artère cérébrale moyenne. C'est une méthode qui est non invasive, qui a permis de réduire le nombre d'amniosynthèses à plus de 70%, et comme je viens de le dire, la technique doit être rigoureuse. Je vais passer à la deuxième pathologie qui est le retard de croissance intra-utérin d'origine vasculaire. Vous savez qu'il y a plusieurs formules pour estimer le poids fœtal avant la naissance, et que la formule la plus fiable, entre guillemets, puisque le moins de variations inter-opérateurs et intra-opérateurs, c'est celle de Hadlock de 1985. Il y a plusieurs formules de Hadlock. Et en Tunisie, la plupart d'entre nous utilisent les courbes du CFEF pour estimer le poids fœtal. Voici la même mesure sur deux cas cliniques différents, une estimation du poids fœtal à 28 semaines qui nous place entre le 3e et le 10e percentile. Dans le premier cas, l'étude de la croissance montre qu'on reste toujours entre le 3e et le 10e percentile. Le diagnostic différentiel de cette courbe, c'est une erreur de terme, mais si le terme est sûr, c'est un petit poids pour la gestationnelle, ce que les anglo-saxons appellent small for gestational age. Et dans le deuxième cas, la courbe de croissance s'éloigne de plus en plus, donc il y a un infléchissement de la croissance. Là, c'est carrément un retard de croissance intra-utérin. Et le retard de croissance intra-utérin donc, est plus fiable comme diagnostic s'il est posé sur une courbe de croissance avec un infléchissement de cette courbe de croissance. Sur une mesure isolée, comme vous l'avez vu, ça peut être un petit poids de naissance constitutionnelle, et il faut que ce soit un contexte vasculaire pour suspecter donc un retard de croissance. Le retard de croissance, plusieurs étiologies, mais en gros, on a tendance à opposer le retard vasculaire avec altération du Doppler, une cassure de la courbe intéressante, surtout la circonférence abdominale, et les retards de croissance infectieux ou chromosomiques où il n'y a pas d'anomalie du Doppler. Cette plaque a été présentée par mon ami Walid pour montrer les cibles du Doppler au niveau de l'unité photoplacentaire. Le versant maternel de la circulation placentaire, c'est les artères utérines. Le versant fœtal de la circulation placentaire, c'est l'artère ombilicale et, si l'on veut, aussi l'aorte. La perfusion des organes fœtaux, c'est surtout l'artère cérébrale moyenne, mais on peut aussi faire le Doppler de l'artère pulmonaire ou de l'artère rénale. Et le retour veineux vers le corps fœtal, la fonction myocardique, c'est surtout le canal d'Annoncius, mais on peut aussi faire le Doppler de la veine cave inférieure, de la veine ombilicale. Alors, assez rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites,
Le Doppler de l'artère utérine, le principe, quand on a une invasion trophoblastique, les vaisseaux vont perdre leur élasticité pour rendre le système à basse pression et augmenter donc le débit de perfusion, ce qui ne se produit pas en cas de prééclampsie. L'âge gestationnel est donné à titre approximatif, 18 à 26 semaines. Le repérage, ça a été fait par mon ami Walid. En obstétrique, on le fait généralement par voie abdominale. Les pièges, c'est d'éviter les vaisseaux contigus, artères iliaques externes ou les autres branches de l'hypogastrique. Alors, quand on a le spectre, on peut l'étudier soit de façon donc qualitative, on regarde, ça c'est un spectre normal, et là c'est un spectre pathologique avec un notch où on voit les deux anomalies, la diminution du flux télédiastolique et le notch, donc cette incisure protodiastolique. Donc l'analyse est soit qualitative, sans mesure, sans rien du tout, en regardant, on évalue le flux télédiastolique et on évalue est-ce qu'il y a un notch ou non. Si on veut faire des études quantitatives, il y a plein d'index. Ici, au milieu, j'ai représenté l'évolution de l'index diastolique en montrant que la zone pathologique se trouve ici, puisque cet index est D sur S, et lorsque D diminue, le rapport diminue. Donc, le spectre est pathologique quand il y a une persistance anormale d'un notch au-delà de 26-28 semaines, et avec donc un flux télédiastolique faible. L'intérêt en cas d'hypotrophie, c'est de distinguer le Doppler pathologique qui signe l'origine maternelle vasculaire probable de l'hypotrophie d'un Doppler normal qui signe une origine fœtale, tout cela avec des réserves vraiment très, très, très minimes. Il faut dire que dans une population à haut risque, le Doppler des artères utérines est utile car il a une valeur prédictive négative de l'ordre de 80%. Par contre, dans une population à bas risque, il n'est pas recommandé. Le taux de faux positifs est très élevé, de l'ordre de 20%. Il est inutile de faire donc le Doppler des artères utérines dans une population à bas risque. Deuxième territoire, les artères ombilicales. C'est le témoin du bien-être fœtal. La gestationnelle est donnée à titre indicatif. On a parlé des lieux de mesure de l'évaluation de ce Doppler. Il y a le versant placentaire ou le versant fœtal au niveau de l'insertion abdominale du cordon. Évitez de faire donc les mesures au cours des mouvements respiratoires fœtaux et faire plusieurs cycles. Là aussi, quand il y a une bradycardie ou tachycardie, ça peut être un peu faussé. Là aussi, sur le spectre, on voit que l'analyse concerne le flux diastolique, si on s'intéresse à l'aspect qualitatif, mais sur le plan quantitatif, l'index le plus utilisé est l'index de résistance S-D sur SC. Vous voyez sur ces trois spectres que le flux diastolique va en diminuant, il est ici nul, et là, il est carrément inversé, donc avec un reverse flow. Alors, quel est l'intérêt en cas d'hypotrophie? Flux diastolique nul ou reverse flow, c'est mortalité périnatale multipliée par 80. Donc, un excellent indicateur du bien-être fœtal. Et la surveillance des hypotrophes par le Doppler des artères ombilicales a transformé donc l'obstétrique en réduisant significativement la mortalité in utero. Dans une population à haut risque, c'est utile comme test de dépistage, puisque le Doppler va s'altérer avant que la biométrie ne s'infléchisse. Dans une population à bas risque, l'utilité n'est pas démontrée. Bien sûr, là aussi, ça a été dit, une diastole nulle avant 23-24 semaines oriente vers une anomalie chromosomique. Alors, troisième territoire fœtal, c'est l'artère cérébrale moyenne. On en a parlé tout à l'heure pour l'anémie. Le principe, c'est la redistribution qui a été évoquée tout à l'heure. Quand on est en hypoxie, le fœtus va privilégier les organes nobles, cœur, cerveau, et au détriment d'autres organes moins nobles, les reins, la peau, l'intestin. La mesure, on l'a vu, donc il faut être dans l'axe de l'artère cérébrale moyenne. Le spectre
est pathologique à l'inverse de l'ombilical, c'est lorsque la diastole augmente. Donc, une étude qualitative, c'est le flux diastolique. Une étude quantitative, c'est les index. Et le Doppler est pathologique quand cet index donc, diminue. Il faut dire que l'artère cérébrale moyenne, ce n'est pas très intéressant tout seul pour la surveillance des fœtus hypotrophes. Faible valeur prédictive pour la morbidité et la mortalité périnatale. Et il vaut mieux le combiner donc, avec le Doppler ombilical. C'est de là qu'est né ce rapport cérébro-placentaire qui, à l'état normal, est supérieur à 1. Et donc, l'index de résistance cérébrale devrait être toujours supérieur à l'index de résistance ombilicale. Dans une population à bas risque, le Doppler de l'artère cérébrale n'est pas recommandé. Il est indiqué après un Doppler ombilical anormal dans un contexte d'hypotrophie. Alors, on a vu que ça commence par un défaut d'invasion trophoblastique, altération du Doppler utérin, altération du Doppler ombilical, altération du Doppler de l'artère cérébrale moyenne, donc avec une augmentation du flux diastolique qui signe donc l'adaptation à l'hypoxie. Et l'altération du Doppler cérébral va précéder de quelques jours les anomalies du RCF. On estime ce délai de 1 à 2 semaines, 6 à 13 jours. Et dans un contexte lorsque, bien sûr, l'RCF s'altère, il faut aller extraire le fœtus. Et on estime que ces 6 à 13 jours sont capitaux en cas de prématurité très importante. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen de faire gagner encore quelques jours à ce fœtus en le gardant in utero, malgré un Doppler cérébral qui signe que cet enfant a mis en place les premiers mécanismes de défense contre l'hypoxie? Est-ce qu'il y a autre chose qui nous permet de retarder l'extraction? Eh bien, c'est de là qu'est né l'intérêt du Doppler, donc du ductus venosus. Je ne vais pas m'attarder sur toute l'explication qui a été faite par mes deux amis précédents qui ont bien expliqué donc, le fait que le sang qui arrive par l'artère ombilicale arrivé à ce carrefour a le choix entre passer vers la veine porte sinusoïde hépatique, veine sus-hépatique, veine cave inférieure, ou ce shunt physiologique qui fait arriver le sang à la veine cave inférieure plus rapidement. Et ce qu'on va voir, ce qu'on a noté, c'est qu'en cas d'hypoxie fœtale, le débit au niveau de ce shunt va augmenter. Et sur ce schéma, au niveau de la veine cave inférieure, vous voyez que le sang très oxygéné arrivant par le canal d'Aransus va passer à travers le foramen ovale directement vers le cœur gauche, alors que le sang qui arrive par les veines sus-hépatiques, qui comporte le sang porte aussi, va passer par le cœur droit. Alors, le repérage du ductus venosus se fait, ça a été dit aussi, soit sur une coupe transversale, en fait une coupe transversale un peu oblique en avant si on part de l'arrière vers l'avant, dirigé vers l'ombilic. Et là, le ductus est repéré dans le prolongement de la veine ombilicale, ou sur une coupe sagittale, à un âge gestationnel où donc l'hypotrophie a été constatée donc au-delà de 26 semaines. Les pièges, c'est la confusion avec la veine cave inférieure, les veines sus-hépatiques ou les autres veines proches. Le spectre, ça a été là aussi montré tout à l'heure, donc un aspect en M avec donc une onde A sur ce spectre normal qui est importante à considérer, qui, sur un spectre pathologique, va devenir
minime, nul, puis inversé. Là aussi, pour l'étude, on a soit l'étude qualitative avec donc l'étude de l'onde A uniquement ou des calculs, donc notamment l'index de pulsatilité veineuse qui est S-A sur vélocité moyenne. Alors voici une étude où c'est en fait une méta-analyse où on a montré qu'il y a une surmortalité des fœtus avec hypotrophie vasculaire en cas de Doppler du ductus venosus pathologique. Donc vous voyez que mort néonatale, mort périnatale sont significativement augmentées lorsque le ductus venosus est pathologique, donc par rapport au cas où les indices veineux sont, les indices de Doppler veineux sont normaux. Ça, c'est le premier constat au niveau de cette méta-analyse. Le deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas de différence pratiquement entre une étude quantitative avec calcul des spectres, des index, et une étude qualitative où on ne s'est intéressé qu'à l'onde A. Donc, en pratique, quelle que soit la méthode utilisée pour étudier le Doppler du ductus venosus, la signification péjorative pour l'enfant est quasiment la même. Alors, en pratique, avant 32-34 semaines, on peut gagner quelques jours par le recours au Doppler du ductus venosus et n'extraire que si l'onde A est nulle ou inversée. Mais après 32-34 semaines, qui est la limite entre prématurité sévère et prématurité légère, il semble dangereux d'attendre la survenue d'une onde A nulle ou inversée parce que la mort fœtale in utero est imminente. Je ne vous cache pas que la reproductibilité du Doppler du ductus venosus est pauvre dans des mains peu habituées et des erreurs sont fréquentes, amenant des décisions donc parfois désastreuses pour le fœtus. Les anomalies du Doppler du ductus venosus, rappelez-vous bien, précèdent de peu la mort fœtale in utero. Alors, on va récapituler. Insuffisance vasculaire placentaire par, généralement, défaut d'invasion trophoblastique, altération du Doppler des artères utérines. Il s'ensuit une altération du Doppler des artères ombilicales qui précède l'infléchissement de la croissance fœtale. Et par la suite, le fœtus va mettre en œuvre les phénomènes d'adaptation périphérique, c'est-à-dire la vasodilatation cérébrale pour privilégier le cerveau, puis le liquide diminue et le ductus venosus se met à faire passer du sang oxygéné avec un débit plus élevé. Ça va surcharger le cœur droit. C'est le phénomène d'adaptation centrale, augmentation du débit donc dans le ductus venosus, et le cœur finit par lâcher. Il y a une perte de la capacité d'adaptation du cœur. Le débit cardiaque diminue et le ductus venosus va avoir une onde A nulle ou plutôt inversée. Ça, c'est un scénario qui nous plaît beaucoup sur le plan physiopathologique. Malheureusement, la réalité n'est pas toujours comme ça. D'abord, pour l'RCF. Les anomalies de l'RCF peuvent survenir, anomalies d'RCF indiquant une souffrance fœtale aiguë, indiquant une extraction tout de suite, peuvent précéder l'apparition de l'onde A inversée. C'est pour ça que je vous ai dit que quand on a une prématurité qui n'est pas très importante, 33-34 semaines, c'est dangereux d'attendre donc l'apparition d'une onde A inversée. Il vaut mieux extraire dès l'altération du Doppler cérébral avant même l'apparition d'altération du Doppler d'RCF qui s'accompagne souvent de séquelles cérébrales. Mais il y a aussi cette étude qui est prospective, qui date déjà de quelques années et qui a montré que ce scénario, cette séquence, altération artère utérine, puis artère ombilicale, puis artère cérébrale, puis ductus venosus,
n'est pas toujours vérifié. Et ce n'est pas le scénario donc univoque. Et vous voyez que c'est représenté en quelques lignes avec plusieurs couleurs, qu'on peut même voir, dans des proportions faibles, il faut le dire, le ductus venosus avant l'artère ombilicale et avant l'artère cérébrale. Mais quand même, la même étude montre que le Doppler ombilical est très significatif du bien-être fœtal dans le sens où il est anormal chez 86% des fœtus qui ont une issue défavorable. Et si on rajoute à ce Doppler ombilical l'artère cérébrale, l'artère moyenne et l'artère utérine, on gagne 2 points, on dépiste 88% des fœtus avec issue défavorable. Mon objectif n'est pas de brouiller tout ce qu'on a monté comme physiopathologie, mais pour vous dire que les choses, malheureusement, dans la nature ne sont pas aussi carrées que la physiopathologie ne nous laisse croire. Donc, je termine par 2 plaques. D'abord celle-ci, pour résumer, artère utérine, témoin de l'invasion trophoblastique, artère ombilicale, témoin du bien-être fœtal, artère cérébrale moyenne, témoin de l'adaptation du fœtus à l'hypoxie, et ductus venosus, témoin de la fonction myocardique fœtale. Alors, c'est difficile de faire un arbre décisionnel dans un contexte d'hypotrophie fœtale vasculaire, mais c'est un exercice auquel je me suis permis depuis quelque temps et que je reprends ici. Le flux diastolique ombilical est décisionnel. Il peut être nul ou reverse flou. Il peut être positif mais réduit, puisque l'altération du Doppler précède l'hypotrophie. Vous ne pouvez pas avoir une hypotrophie vasculaire avec un flux diastolique normal. Donc, quand c'est nul ou reverse flou, corticoïde, sulfate de magnésie, comme le veulent les néonatologistes avant 32 semaines, surveillance par RCF, ductus venosus, surtout si on est avant 32 semaines, extraction immédiate si RCF normal ou ductus avec onde A nulle ou inversée, extraction à 34 semaines et pas plus que 34 semaines si l'RCF et le ductus sont tout à fait rassurants. Maintenant, si le flux diastolique est positif, mais il est réduit, et donc un index de résistance ombilicale élevé, on vérifie si le mécanisme cérébral s'est mis en place ou non, par le rapport cérébro-placentaire. S'il est pathologique, on rejoint la situation précédente. S'il est normal, on surveille et on ne dépasse jamais 37 semaines en cas d'hypotrophie fœtale d'origine vasculaire. Je vous remercie.